BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel. Midi 16 sur BFM Business. Merci de nous rejoindre sur le plateau de 60 minutes business. Sébastien Jean, professeur d'économie au CNAM, le Conservatoire national d'arts et métiers. Bonjour. Bonjour. Et également face à vous, Patrick Martin-Genier, qui est avec nous aujourd'hui, professeur à sciences politiques, spécialiste des questions européennes. On va parler bien sûr du sommet de Versailles qui se déroule en ce moment, des nouvelles sanctions qui pourront éventuellement être prises, des divergences qu'il y a au sein des 27 dirigeants de l'Union européenne sur ces sanctions à prendre, des embargos, faut-il ou non imposer un embargo aux hydrocarbures. On parlera également de la situation des entreprises étrangères qui se trouvent aujourd'hui en Russie et celles qui s'en vont alors que Moscou accentue le contrôle. Mais d'abord revenons au dîner de travail qui s'est achevé hier soir très tard à Versailles, jusqu'à 3h du matin. C'est l'heure à laquelle a été publié le communiqué de cette première journée de réunion des 27 dirigeants de l'Union européenne. Finalement, pas d'adhésion en urgence de l'Ukraine à l'Union européenne, pas de mesures significatives non plus. Je vais vous poser la question à vous, Sébastien Jean. Tout ça pour ça ? La question de l'adhésion en urgence est une question extrêmement épineuse politiquement. Moi, en tant qu'économiste, je regarde ce qui est fait sur le terrain des sanctions économiques. Ce que je constate, c'est que on a pris des sanctions sans précédent, extrêmement lourdes, extrêmement pénalisantes pour l'économie russe. Et on est au stade aujourd'hui où elles ont un impact très lourd sur l'économie russe et où il y a clairement une marge qui reste significative, c'est l'embargo sur les ventes, les achats d'énergie russe. C'est ça vraiment la marge supplémentaire. Mais il faut aussi souligner que ces sanctions, elles sont sans précédent, celles qui sont déjà en œuvre, et elles n'avaient pas été anticipées, y compris par le gouvernement russe et par Poutine. Visiblement, ils n'avaient absolument pas anticipé qu'il pourrait y avoir des sanctions aussi coordonnées et aussi lourde. Voilà. C'est un constat que vous partagez, vous aussi, Patrick Martin-Genier, cette réponse rapide et unanime des 27 pays de l'Union européenne. Est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance du bloc européen ? Alors, je crois qu'on assiste aujourd'hui à un réveil, une renaissance du bloc européen qui était bloqué depuis des années. En effet, je crois que vous l'avez dit, Vladimir Poutine n'avait pas du tout anticipé, et notamment par rapport à la réaction de l'Allemagne. C'est la première fois dans l'histoire, c'est une nouvelle étape de la construction européenne, la première fois que l'Union européenne accepte d'acheter des armements. On vient de doubler à 1 milliard l'arrivée des armements en Ukraine, qui sont extrêmement efficaces, et on ne pensait pas que l'Europe serait aussi unie sur, par exemple, l'exclusion du système SWIFT, le système de validation des paiements internationaux. L'Allemagne n'était pas pour au début, rappelez-vous. Et donc, sous la pression, l'Allemagne a également accepté. Et donc, ces sanctions, outre la fermeture et la non-ouverture du pipeline Nord Stream 2, a montré que l'Europe avait une approche considérablement unie et que ces mesures, en effet, vont avoir un impact non seulement sur la population, mais également sur les oligarques, même si on considère que certains ont anticipé cette crise, rapatrié des avoirs immobiliers et financiers. Mais cela va, à mon avis, est de nature à fragiliser le pouvoir de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui voyait l'Europe comme affidée à Washington, qui n'était pas capable de prendre de décision. Cela dit, hier soir, on a quand même vu, Sébastien Jean, et quelques voix divergentes sur la question de l'embargo. On le sait, l'Allemagne n'est pas pour, la Pologne non plus, la Finlande encore moins. Ils sont dépendants de ces questions-là. Est-ce que si on repousse sans cesse la limite pour cesser nos importations d'hydrocarbures russes, est-ce que ça va faire plier Vladimir Poutine ? Je suis très prudent sur la relation entre les impacts économiques et la décision politique. Parce que, in fine, quel est le coût économique que Vladimir Poutine n'est pas prêt à assumer pour continuer dans sa voie politique ? Personne ne le sait. Donc, on a vu des précédents récents en Corée du Nord, en Iran par exemple, de régimes qui sont face à une dévastation de leur économie et qui continuent leur choix politique parce que pour eux, ça domine absolument les aspects politiques. Donc, est-ce que ces sanctions ont un coût économique important, lourd pour la Russie ? Oui, évidemment. Est-ce qu'elles vont arriver à faire plier Vladimir Poutine ? Moi, je n'en sais rien. Voilà. Et je crois que c'est extrêmement difficile à dire. Donc, pourquoi je dis que ces sanctions sont très lourdes déjà en termes d'impact économique ? Parce que on voit que probablement il va y avoir un effondrement du produit intérieur brut russe de l'ordre de 15%, voire plus cette année. Que actuellement la stabilité financière en Russie, elle n'est maintenue, et la stabilité du rouble, que par des mesures d'administration de l'économie, et on force tout. Donc en fait, on interdit les manifestations, on interdit les rassemblements, on limite la quantité d'argent qu'on peut changer dans les banques, on oblige les entreprises à changer. C'est un peu un recours à une sorte d'annulation aussi.
économie administrée pour faire face et pour éviter la panique. Donc, c'est dire quand même la profondeur de l'impact économique. Nationaliser, c'est un mot que vous avez employé. Il a été pas dit à demi-mot hier, mais presque, quand le parquet russe a ordonné un contrôle strict des entreprises qui quittent la Russie, sans prononcer le mot de nationalisation. Vladimir Poutine donc envisageait que les administrateurs russes soient nommés à la tête des entreprises étrangères qui quittent la Russie pour qu'elles continuent de fonctionner. Il y a même un oligarque proche de Vladimir Poutine qui a osé une critique et qui a dit que cela nous ramènera 100 ans en arrière, en 1917. C'est ça ce à quoi la Russie sera rendue, en fait, de devoir nationaliser les entreprises qui s'en vont? Écoute, comme on voyait à d'autres listes, c'est une décision d'ordre politique, effectivement. On décide finalement de revenir à une économie administrée. Ce n'est plus le régime de l'économie libérale. Effectivement, c'est une surveillance mise sur les entreprises. Et peut-être à une nouvelle étape vers une expropriation des entreprises étrangères. Il faut savoir une chose, c'est que nous avons plusieurs centaines de milliers de salariés en France. Je crois que la France est le deuxième investisseur étranger direct en Russie. C'est un pays qui fait plus de 50% de son commerce avec l'Union européenne. Donc cela va avoir un impact considérable. On revient à une économie administrée finalement dans la pure tradition du plan soviétique. Et donc tout cela ne sera pas tenable aujourd'hui parce que depuis 30 ans, depuis l'écroulement de l'Union soviétique, eh bien la Russie est devenue un régime capitaliste. En fait, sur le plan purement économique, c'est un retour en arrière qui peut encore une fois avoir des conséquences considérables, notamment sur les jeunes générations qui n'ont jamais connu ça. On parle beaucoup des entreprises qui quittent la Russie, il y en a certaines qui restent. Vous connaissez peut-être, vous deux, les entreprises qui ont décidé de rester en Russie? Non, oui. Moi, j'ai pas d'informations particulières sur les entreprises, mais ce que je peux dire, c'est que bon, c'est pas une surprise qui est en train d'arriver aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'utilisation du levier économique dans cette guerre. C'est une guerre quand même. Donc nous-mêmes, on va très loin et quand on avance ce genre de sanctions, il faut évidemment anticiper que l'ennemi, puisqu'en l'occurrence ça devient un ennemi, même si on n'est pas co-belligérant, va faire de même. Donc qu'il aille vers une saisie des actifs des entreprises occidentales, pour moi, c'est pas complètement une surprise. Et donc effectivement, il va probablement essayer d'avancer dans ce sens. Dans quelle mesure c'est un gros problème? Bon, on estime qu'il y a 17 milliards d'euros de stock de valeur d'actifs des entreprises françaises, en Russie. Bon, c'est quand même une somme très conséquente. Ensuite, est-ce que c'est un problème de nature à déstabiliser nos grandes entreprises, le marché? A priori, non. Il n'y a pas vraiment d'entreprises pour lesquelles ça ait une taille à la mesure de leur bilan susceptible de les déstabiliser. Le plus concerné, c'est le groupe Total, qui a plusieurs milliards quand même d'actifs. Donc, à l'échelle de la valeur de l'entreprise, c'est limité, mais c'est aussi une bonne partie de ses ressources et de ses productions. Donc, c'est vraiment déstabilisant. Et il y aura une perte de valeur, probablement. Et le gouvernement français, d'ailleurs, a incité les entreprises à ne pas partir dans la précipitation. Parce que ça peut déstabiliser des grands groupes si on s'en va du jour au lendemain sans avoir préparé le terrain. On ne peut pas partir de cette façon, effectivement. Il y a aussi des chaînes de production qui continuent. J'ai vu qu'il y avait certaines marques de luxe, je ne vais pas les citer, mais qui ferment leurs magasins pour des raisons symboliques, mais qui continuent à avoir leur chaîne de production. Donc on ne va pas partir du jour au lendemain de la Russie. On est quand même plusieurs centaines de milliers de salariés concernés. Donc, mais ce que vous dites, en effet, je crois qu'il risque d'y avoir des mesures de rétorsion très importantes. De la même façon que si on continue nos sanctions, peut-être qu'on pourrait nous couper aussi une partie du gaz directement de la part des autorités russes, même si le gaz et le pétrole constituent des recettes importantes, notamment sur le plan fiscal pour la Russie. C'est avec ça que la Russie finance sa guerre. C'est un mot que vous avez employé, la guerre économique que l'Europe mène à la Russie en imposant de nombreuses sanctions pour assurer la fin prochaine, jusqu'à la fin 2022, en tout cas c'est les hypothèses aujourd'hui qui circulent, de l'importation des hydrocarbures. Les pistes pour nous rendre plus autonomes aujourd'hui, eh bien ça va être l'hydrogène, le biogaz peut-être, en tout cas tous ces enjeux peut-être de transition énergétique qu'on n'avait pas suffisamment anticipé. Avec quel argent est-ce qu'on pourra financer les nouvelles infrastructures qui vont nous permettre une certaine économie énergétique? Est-ce que l'Europe doit se diriger vers un nouvel emprunt en commun, comme on avait fait les 750 milliards pour le Covid? Alors,
Moi, je ne parle pas de guerre économique, je parle d'utilisation du levier économique pour essayer de précipiter la fin de la guerre. Maintenant, c'est malgré tout une mesure d'urgence extrêmement prioritaire. Donc, il faut espérer qu'à terme, ça puisse être combiné pour accélérer, disons, la transition écologique, mais la priorité, c'est de gérer le court terme. Et en particulier, s'agissant du gaz, parce que le gaz est beaucoup moins flexible dans son approvisionnement que le pétrole, parce qu'il est lié, pour l'essentiel, au tuyau, au gazoduc. On peut en apporter par gaz naturel liquéfié qui arrive par bateau, mais ça ne peut pas faire les mêmes volumes il y a à que court terme. 4 ports qui les acceptent en France, Absolument. c'est GNL. Donc, il y a une vraie dépendance ici. Est-ce qu'on pourrait faire avec si c'était coupé? Ben oui, on ferait avec, certainement, mais ça serait très douloureux parce que il faudrait, même en apportant tout ce qu'on peut comme gaz naturel liquéfié, on estime par exemple qu'en Allemagne, il manquerait à peu près un tiers du gaz qu'ils consomment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des gens qui ont absolument besoin de gaz n'en auraient plus. Soit des entreprises pour produire, et l'industrie allemande, Dieu sait si elle est performante, mais bon, elle a besoin d'énergie pour produire, soit des ménages pour se chauffer. Voilà, il y a une réponse qui doit être coordonnée, à la fois pour gérer cette urgence de court terme, entre évolution des comportements, sobriété, substitution partout où on peut, diversification des approvisionnements, et puis préparer le moyen et le long terme dès que possible en investissant, en accélérant les investissements pour tout ce qui peut remplacer comme fourniture d'énergie ou comme technologie permettant de faire évoluer les usages. Au second volet du sommet européen qui se tient aujourd'hui, on doit élaborer notre stratégie de défense européenne. Vous l'avez dit, Patrick Martin-Jeunier, 1 milliard d'euros vont être consacrés pour acheter des armes que l'Union européenne va fournir à l'Ukraine. On va essayer aussi d'élaborer une stratégie de défense commune. Pareil, même question pour la financer. À petits pas, Emmanuel Macron a évoqué le sujet des eurobonds, les eurobonds qui nous permettraient de mutualiser nos dettes et ainsi de pouvoir permettre de financer de nouveaux projets. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes favorable, vous, créer des eurobonds? Oui, moi je suis tout à fait favorable. On a une bonne notation sur le plan international. On a réussi cet emprunt international de 750 milliards d'euros, auquel il faut rajouter d'ailleurs les 1000 milliards d'euros jusqu'en 2027 du budget de la Commission européenne. Oui, je crois que ça peut être une solution. Nous sommes extrêmement bien notés sur la scène financière internationale. Ça permettrait de mutualiser la dette. Mais attention, il faut être extrêmement prudent. Ce sera pour quoi faire aussi, parce que nous avons effectivement un début de défense européenne. Et c'est très important. Il y a une prise de conscience aujourd'hui que l'Europe est fragile. Mais il n'y aura pas de défense européenne tant que nous n'aurons pas d'armée commune. Ça va commencer plus modestement par une meilleure coopération en matière d'armement et notamment en alimentant ce fameux fonds européen de défense qui est doté de 8 milliards d'euros jusqu'en 2027. Et ça va commencer par une mutualisation des armements et une meilleure autonomie stratégique. Mais il est évident aujourd'hui qu'une bonne défense européenne, ça passe par effectivement une bonne réflexion sur notre stratégie, mais en coopération avec l'OTAN qui reste l'outil indispensable pour la défense de l'Europe. Ces décisions-là seront pour des solutions à moyen voire long terme, dans l'immédiat, pour résoudre le conflit ukrainien. Et ce sera ma dernière question. Quelle est la décision qui pourrait sortir de ce sommet de l'Union européenne à Versailles, selon vous, Sébastien Jean, qui pourrait permettre une résolution rapide, on l'espère, du conflit? On a vu que l'adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne n'était pas sur la table pour l'instant. Je pense qu'il y a des résistances trop fortes pour aller vers un embargo des achats énergétiques vis-à-vis de la Russie, pour l'instant en tout cas. Donc il va y avoir peut-être un renforcement dans la coordination, l'application des sanctions existantes, mais on est déjà quasiment au taquet, je l'ai dit là-dessus, je pense. Et puis des mesures pour essayer de renforcer justement ces initiatives au niveau militaire pour l'Europe et au niveau aussi de son indépendance énergétique. Voilà. Et évidemment, il y a l'autre urgence, c'est la crise des réfugiés et la façon dont on gère ça aujourd'hui. Je pense que c'est les principaux axes. Même question, Patrick Martin-Jeunier, sans nouveau levier que l'Union européenne pourrait déclencher, pas de résolution du conflit à court terme? Non, je pense que l'Europe a fait un grand pas déjà en alimentant en armes, ça c'est très important, en sanctionnant la Russie. Maintenant, je crois qu'il est absolument indispensable d'accélérer le processus d'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne pour peu que le régime de Volodymyr Zelensky soit sauvé. Le Conseil européen a été timide, mais enfin, il a dit on encourage l'Ukraine sur sa trajectoire européenne. Et je crois que dès demain, il faut accélérer ce processus, mais il faut d'abord sauver le régime démocratique de Volodymyr Zelensky. Et renforcer les
lien. Merci beaucoup Patrick Martin-Genier, professeur à Sciences Po, spécialisé des questions européennes. Merci Sébastien Jean, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, d'être venu sur le plateau de 60 minutes business.